À l'origine, il n'y avait qu'une seule variété de cannabis et après quelques milliers d'années, une importante évolution s'est produite. Comme résultat, il y a 3 sortes de cannabis. Cannabis sativa, Cannabis indica et Cannabis ruderalis. Le genre Cannabis indica apparaît lors de l'adaptation de la plante au climat montagneux de l'Asie centrale. Sa principale caractéristique est une floraison rapide à cause de l'arrivée hâtive de l'hiver. C'est une sorte de plante petite mais robuste, avec des feuilles larges et qui génère un gros embryon au sommet. Fumer les fleurs provoque un effet relaxant et même narcotique. Au contraire, le genre Cannabis sativa est né lors de l'adaptation de la plante originale aux latitudes tropicales. Sa floraison est lente à cause du long été tropical. Il s'agit de grandes plantes avec de nombreuses ramifications et des feuilles longues et étroites. Par rapport au Cannabis indica, l'effet du Cannabis sativa est stimulant et psychédélique. Actuellement, il est très difficile de trouver dans le marché des espèces pures des 2 sortes. Il y a eu une prolifération d'espèces hybrides dans le but de trouver l'effet euphorisant du Cannabis sativa et la floraison rapide du Cannabis indica. Le génotype, c'est l'ensemble des gènes existants dans la plante. Les gènes déterminent les caractéristiques à l'hérédité. La qualité, la performance, la résistance aux pestes, l'odeur, le goût et la couleur des plantes dépendent des gènes. La couleur des yeux des humains est déterminée par un gène. Par les animaux, un autre gène détermine la couleur de la peau. Dans les médias, tout le monde connaît de cas bizarres comme celui de Copito de Nieve, le gorille albinos. Regarde ce rare exemplaire, c'est une plante de cannabis d'albinos. C'est étonnant, le phénomène est remarqué sur la couleur des feuilles. Elles sont blanches et vertes. Même s'il paraît le contraire, c'est un exemplaire en très bonne santé qui grandit comme le reste des plantes. Il est difficile de trouver un bon génotype. Pour y arriver, une multitude de croisements parmi les plantes sont nécessaires. En plus, postérieurement, il faut stabiliser l'espèce. Cette stabilisation assure pour chaque graine achetée un génotype concret. Les banques de graines réalisent des croisements entre les meilleures plantes du monde pendant des années jusqu'à réussir un bon génotype. Uniquement quelques années sont nécessaires pour obtenir ce que la nature obtient après des siècles. Il s'agit de la reproduction sélective. Les gènes ne sont pas manipulés par les banques de graines, c'est-à-dire les graines trouvées dans le marché ne sont pas transgéniques. La sélection du génotype est réalisée au moyen de la reproduction sexuelle des meilleures plantes. Une fois le génotype stabilisé, il est lancé sur le marché avec un nom. Par exemple, l'achat d'une graine de Jack Herer provenant de Sensi Seeds, c'est l'achat d'une variété composée par 50% de la variété Ace, 37,5% de la variété Northern Lights et un 12,5% de la variété Red Shank Strain. C'est un polyhybride très complexe, catalogué comme une des puissantes plantes existantes. La variété Ace caractérise son goût. La génétique de la variété Northern Lights se trouve derrière sa production. La tonalité orange, visible sur les stigmates des fleurs, est caractéristique des variétés Schlenk. Grâce à la génétique apportée par la variété indica Northern Lights, la floraison est plus courte. Enfin, chers cultivateurs, le génotype, c'est la théorie génétique des plantes, mais c'est aussi bien connu, la théorie est une chose et la pratique une autre bien différente. Les conditions de la culture doivent être idéales pour que les plantes expriment toute leur charge génétique. Les phénotypes, c'est l'expression des gènes dans un environnement concret. Parfois, les résultats obtenus en termes de qualité sont différents, même avec l'emploi de la même variété. Ce sont les phénotypes qui changent. Ces différences sont attribuables aux conditions de la culture de chaque plante.
D'abord, il faut sélectionner les graines. Ne germeront que celles qui ne se cassent pas après les avoir pressées avec les doigts. Il faudra regarder aussi la couleur des graines, qui varie entre la couleur gris et marron. Ils peuvent contenir ou pas des petits points avec un aspect de rayures de tigre. Les couleurs claires ou blanches indiquent une mauvaise conservation ou une moindre qualité. Plus tard, des graines de la variété G13 H plant et des graines de la variété Jack Fla de Sensi Seed seront semées. Une fois que la qualité des graines sera vérifiée, elles doivent être hydratées, c'est-à-dire remplies d'eau pour que la vie démarre dans leur intérieur. L'utilisation des distinctifs pour identifier les graines de qualité est un bon conseil. Il est possible de mettre les graines dans des verres d'eau jusqu'à qu'elles plongent et après de les semer ou bien d'attendre jusqu'à remarquer la racine. Il faut attendre entre 3 et 7 jours sur la variété, la qualité et l'état de conservation de la graine. Couvrir les graines avec des coussins de coton humide est une autre technique. Il faut les couvrir jusqu'à remarquer l'apparition de la petite plante et des premières feuilles appelées cotylédons. Elles contiennent de la nourriture pour la plante. Pour les deux méthodes, le taux de pH dans l'eau doit être 6 et le C doit mesurer entre 0,4 et 0,6. Les graines doivent rester toujours dans l'obscurité. La lumière détruit la racine parce qu'elle provoque un manque de chlorophylle. Pour faire germer les graines, il existe plusieurs sortes de substrats. Voici les plus utilisés actuellement. Pour la germination, la technique la plus habituelle est la terre. Celle-ci doit avoir un niveau bas de substances nutritives pour ne pas brûler la plante et un pH neutre. Elle ne doit pas rester complètement sèche. Les pépinières de tourbe préalablement hydratées et avec un taux de pH de 6 deviennent des récipients appropriés pour la croissance des racines. Après 10 ou 15 jours, ces racines pourront être plantées sur leur substrat définitif. Le mélange composé à 50% par la vermicule et la perlite est très intéressante pour la germination. Il retient l'humidité et fournit une bonne aération aux racines. Quand la méthode de culture hydro ou aérienne est choisie, sans doute la laine de roche ou rockwool est la méthode de germination par excellence. Cette laine est employée aussi comme matériel de construction. Elle possède de bonnes conditions de texture et de rétention d'humidité. Peut-être un de ses plus gros inconvénients est sa haute toxicité. Elle n'est pas biodégradable ni réutilisable. Elle a une haute capacité à retenir le liquide et parfois elle peut pourrir les tiges des plantes. Il est nécessaire de préparer la laine de roche avant la semence à cause de son taux de pH trop élevé. Les unités de laine de roche sont introduites dans un pot rempli d'eau avec un taux de pH de 5,2 pendant un jour environ. Pour augmenter la puissance de l'enracinement, il est possible de rajouter dans l'eau un biostimulateur. Une fois ce temps passé, la laine de roche est préparée pour la manipulation. Elle contient un taux de pH final de 5,8, un taux idéal pour les racines. Il faut les retirer de l'eau et bien les égoutter, mais il doit rester un minimum d'humidité. Si cette manipulation n'est pas faite, il existe de fortes probabilités de pauvreté dans les racines ou dans la tige. Ensuite, les plateaux sont placés sur le chauffage à l'intérieur de la serre pour augmenter l'humidité tellement nécessaire dans ces premières phases. Une température d'environ 25 degrés centigrades et une humidité d'entre 65 et 70 seront les conditions optimales pour la germination. La photopériode est fixée sur 18 heures de lumière et 6 heures d'obscurité. Même si la germination est possible, avec 24 heures de lumière constante. Avec des conditions idéales, les plantes arrivent à grandir jusqu'à 5 cm par jour. Nous avons visité des cultivateurs qui, pressés par le temps, connectent le minuteur sur 24 heures de lumière constante. Si les conditions de la culture comme la température, l'humidité et les respirations sont idéales, il est possible de faire grandir les plantes sans arrêt pendant le temps désiré. Dans le cas de ce cultivateur, il nous fait la remarque qu'il a eu pendant 40 jours une génération de graines sous 24 heures de lumière. Mais, avec des mauvaises conditions, la culture échouera. Il peut passer approximativement 1 mois et demi avant que les petites plantes montrent leurs premières fleurs et avec cela leur sexe.
Une fois que le sexe est déterminé, les plantes deviennent adultes et elles sont préparées pour la phase de floraison. L'apparition des premières fleurs coïncide avec l'âge adulte des plantes. Pendant le développement des plantes, dans ce mois et demi de vie, elles ont consommé une grande quantité de nutriments disponibles dans la terre. Par conséquent, la quantité des nutriments disponibles dans la terre est inférieure. Un engrais correct est fondamental pour la nutrition de la plante. Les engrais biologiques sont recommandés pour une méthode de culture sur la terre. Les feuilles plus âgées perdent la tonalité verte intense pour acquérir d'autres vertes plus pâles, voire même jaunâtres. C'est sans doute le symptôme d'un manque de nutriments qu'il faut corriger au moyen d'un complément de quelques fertilisants dans l'eau d'arrosage. Il faut bien contrôler la dose. Observer graduellement la récupération de la couleur. Au bout de 4 ou 5 jours, les plantes récupèrent leur vert naturel. Une overdose de fertilisants peut entraîner de graves conséquences. La couleur de la plante doit être d'un vert intense, sans taches ou brûlures bizarres sur la surface des tissus. Il existe des engrais foliaires, c'est-à-dire indiqués pour la pulvérisation sur les feuilles. Ceux-ci permettent la récupération de la couleur verte de la plante. Ils ne doivent pas être utilisés excessivement. 1 ou 2 applications hebdomadaires sont suffisantes. Il faut abserger toutes les plantes dans les premières ou dernières heures de la journée, car la lumière de la lampe peut entraîner un effet loupe et causer de graves brûlures aux feuilles. En définitive, il faut suivre un contrôle strict sur la nutrition des plantes, noter les jours où les fertilisants et les stimulateurs sont utilisés pour ne pas dépasser la limite. Une nutrition appropriée prépare les plantes pour l'étape de la floraison. Cette étape, c'est le dernier stade de la plante et il est d'extrême importance que des problèmes comme les pestes ou les croissances anomales n'apparaissent pas avant de mettre les plantes à fleurir. Tout cela sera revu plus tard. Les plantes seront soumises à 18 heures de lumière, le temps nécessaire pour qu'elles montrent leurs premières fleurs. Il est possible qu'elles apparaissent plus tôt avec 16 heures de lumière. Généralement, la fleur mâle apparaît plus tôt que la femelle. À
À partir du premier mois, il faut inspecter tous les jours l'apparition des premières fleurs. Ces premières fleurs sont localisées sur les nœuds principaux, très près de l'union du pétiole et de la tige. Le pétiole, c'est la petite queue des feuilles. Au début, les stipules, ces duvets verts, cachent les premières fleurs. Les cultivateurs observent les premières fleurs à l'aide d'une loupe. Les cultivateurs débutants peuvent confondre les stipules avec les premières fleurs femelles. Les stipules sont toujours vertes. Généralement, les premières fleurs semelles sont blanches. Il faut écarter les stipules pour mieux voir la pré-fleur. Les premières fleurs mâles sont plus difficiles à identifier. Au début, elles sont visibles comme des petites boules, attachées habituellement par un petit bâton à l'union d'un pétiole et du nœud principal. Pendant son développement, sa taille augmente. Elles pendent à cause de leur poids. Après quelques jours, elles s'ouvrent pour libérer leur contenu. Les cultivateurs retirent les mâles dès qu'ils les remarquent. Habituellement, les mâles ont une distance entre les nœuds plus grande, quoique ce fait ne soit pas déterminant. Au contraire, la fleur femelle se présente au début comme une petite cosse, appelée calice, et elle est cachée derrière la stipule. Quelques jours après, le calice commence à montrer deux duvets appelés stigmates. Celle-ci est la fleur femelle. Il y a également des plantes hermaphrodites, c'est-à-dire elles présentent les deux fleurs, la fleur mâle et la fleur femelle. Ces plantes ne sont pas utilisées pour la culture indoor, telles que les plantes mâles. Il existe des variétés qui prennent plus de temps pour montrer leur sexe. Il faut savoir être patient et ne pas se précipiter. À la limite, elles auront besoin de 2 ou 3 mois pour montrer leur sexe. La technique exposée maintenant ne devrait pas provoquer un effet indésirable, bien qu'elle soit plus laborieuse. Une fois que les plantes ont développé une certaine taille, une bouture est prise à chacune d'entre elles pour les enraciner sur 12 heures de lumière et 12 heures d'obscurité. En même temps, la bouture s'enracine et fleurit aussi. Après 10 ou 15 jours, elle montrera son sexe. En même temps, les plantes provenant des graines continuent sur 18 heures de lumière. Le sexe de la bouture détermine le sexe de la plante mère. Pour éviter les confusions, il est recommandé d'utiliser des étiquettes. Les graines germées dans des conditions idéales d'éclairage et de nutrition fournissent des plantes assez développées dans une période de 20 à 30 jours. Même avec ce développement, l'apparition des premières fleurs sera difficile à voir. Pour deviner le sexe des plantes d'une manière précoce, cette technique est employée. Il faut réduire le temps d'éclairage de 18 heures à 12 heures pour induire aux plantes à la floraison. Les plantes sont adaptées à la floraison grâce à la modification interne de son système hormonal. La variété indica ne sera soumise sur 12 heures de lumière que pendant 3 ou 4 jours. Par contre, la variété sativa devra rester entre 5 ou 6 jours sur 12 heures. Une fois les plantes revenues sur 18 heures de lumière, les premières fleurs seront remarquées dans un délai de 5 ou 10 jours. Les mâles sont jetés et les femelles prêtes pour être clonées ou fleurir, marquées. Cette technique peut entraîner quelques effets secondaires détaillés ensuite. Le changement des phases dans les plantes, depuis la phase de floraison jusqu'à la phase de croissance, peut leur provoquer un certain stress et peut augmenter significativement le nombre des plantes hermaphrodites. Un autre phénomène assez curieux peut apparaître. Il s'agit de la revégétation. Ce phénomène récupère la croissance des feuilles et des bourgeons.
Les tissus grandissent tordus sur eux-mêmes avant de récupérer le rythme normal de croissance après 15 ou 30 jours. Les variétés sativa souffrent moins ces altérations par rapport aux variétés indica. Ces dernières sont plus boisées et compactes et elles prennent plus de temps pour développer de nouveaux bourgeons. Il est même possible de trouver des variétés impossibles à revégéter, c'est-à-dire des variétés indica pures ou presque pures, incapables de développer de nouveaux bourgeons. Pour les induire à la floraison, il faudra donc les employer seulement 3 ou 4 jours. La revégétation deviendra plus difficile, d'autant plus que la floraison est avancée. La revégétation produit des effets négatifs sur les plantes. Leur système immunitaire est sérieusement endommagé. Ces plantes deviennent plus faibles contre l'apparition des maladies et des champignons. En plus, ces effets négatifs portent préjudice au goût, à l'odeur et sur la performance des plantes. La reproduction des plantes peut être sexuelle ou asexuée. La reproduction sexuelle provient du croisement entre les mâles et les femelles. Les mâles fécondent les femelles avec du pollen. Elles produisent des graines pour former de nouvelles plantes. La reproduction asexuée est réalisée avec des techniques telles que le clonage et la micropropagation. Nous parlerons d'abord du clonage. Tout le monde a entendu parler des boutures, mais qu'est-ce qu'une bouture ? Une bouture est une technique de reproduction asexuée. Elle consiste à couper des branches des plus belles femelles et au moyen des hormones à faire que ces branches produisent des racines et deviennent des plantes. Par conséquent, la génétique des nouvelles plantes sera la même que celle de la plante mère d'où elles proviennent. Si la plante mère est âgée de 6 mois, la bouture sera aussi âgée de 6 mois, malgré son apparence de nouveau-né. La meilleure façon de savoir si une plante femelle est convenable, pour devenir une plante, il vaut mieux la goûter. Il faut prendre en compte les facteurs comme l'effet qu'elle produit, le goût, l'odeur, le rendement, le rythme, la croissance et la vitesse de floraison, la résistance aux maladies et pestes et autres facteurs qui peuvent nous intéresser. Sans aucun doute, le clonage est le meilleur moyen de reproduction. Avec une bonne mère et de bonnes conditions, il est possible d'obtenir le nombre de boutures désirées. L'avantage principal du clonage, c'est la possibilité de faire fleurir des plantes qui ne mesurent que 10 cm. Cela est impossible avec les plantes issues de graines. La taille de la bouture n'est pas le facteur le plus important. L'âge du clone ou de la bouture est plus important, car il possède le même âge que sa mère. Une plante de graines qui mesure 10 cm sera âgée d'1 ou 2 semaines. Elle n'aura pas encore montré son sexe et donc elle ne sera pas préparée pour la phase de floraison. Une plante arrive à sa maturité après avoir passé une période de 2 ou 3 mois dans un état végétatif ou une période de 18 heures de lumière. Néanmoins, une plante plus âgée développe une plus grande quantité de cannabinoïdes. Pour analyser l'information avec plus de détails, quelques boutures sont extraites par les cultivateurs suivants. Replicante est le nom de ce cultivateur, n'a extrait des boutures que depuis 6 mois. Son principal atout est sa capacité d'observation. Pendant tout ce temps, il s'est intéressé par les besoins des plantes jusqu'à trouver petit à petit ce qui va bien pour elles. Sa dernière culture contient 14 plantes mères sélectionnées par d'autres amis. Il a 6 mères de la variété Jagerer et 2 de la Super Shrunk. Toutes elles proviennent de Sensi Seeds. Il a aussi 2 mères de la variété White Widow et une Super Silver Haze, 3 Blueberry et 2 AK-47. La méthode choisie pour les entretenir est composée par 2 équipements hydroponiques de General Hydroponics avec quelques variations, car préalablement, les machines ont été installées sur des plateformes giratoires afin de faciliter la manipulation des équipements et des plantes. Il a décidé de réduire le nombre de pots pour augmenter l'espace entre les plantes, parce qu'il a supposé que les plantes dans une future proche auraient une taille importante.
Ces décisions ont eu sans doute des répercussions dans ces résultats. Replicante modèle et coupe périodiquement ses plantes. Pour les modeler, il suspend des objets avec un certain poids pour orienter la croissance des plantes vers la direction qu'il désire. Il coupe aussi régulièrement les bourgeons des plantes. Ces procédures provoquent la naissance de nouveaux bourgeons qui génèrent de nombreuses boutures nouvelles. Il maintient toujours une photopériode de 18 heures de lumière et 6 heures d'obscurité, quoiqu'il nous avoue que parfois, il fait passer aux plantes 7 jours suivants sur 24 heures de lumière afin d'augmenter leur taille. Le substrat est composé de billes d'argile de la marque Générale Hydroponique, car d'après lui, il a des bonnes caractéristiques pour soutenir des bonnes plantes mères. Il explique aussi que les mères grandissent beaucoup et donc il y a toujours de boutures à couper. Parfois, il suffit avec un coup sec sur les peaux pour que la boule de terre des racines se casse. Il faut faire donc attention avec les grosses plantes. La nourriture provient aussi de la marque Générale Hydroponique. Il ne surpasse jamais la quantité de nourriture et il maintient le taux de pH stable sur 6. Tous les 15 jours, il élimine les restes du réservoir et en même temps qu'il nettoie les racines, pendant un jour, il les nourrit à nouveau. Il ne faut pas un gros effort, mais un contrôle des annotations de date et de soins. 4 jours à peu près avant de couper les futures boutures, il réduit le niveau de la nourriture. Le contenu du pot est dilué avec de l'eau afin de réduire le niveau de nitrogène dans la plante. De cette manière, les clones seront plus résistants. Approximativement, leur pourcentage de mortalité est de 3%. Il aime bien l'uniformité dans son travail et donc il coupe toutes les branches avec la même mesure. Il emploie des ciseaux propres et pointus. D'autre part, il applique aussi un cicatrisant en gel avec un pinceau pour obtenir une régénération rapide des tissus endommagés lors du coupage. Quand il coupe les branches, elles sont mises dans un verre d'eau avec un taux de pH de 6. Replicante a déjà essayé plusieurs substrats, mais la laine de roche reste son préféré. Ce substrat est bon marché et facile à manipuler. Il conseille de bien sécher la laine de roche car la pourriture des tiges peut arriver en seulement une demi-journée. Il plonge les laines pendant un jour complet dans un pot d'eau avec un taux de pH de 5,2. Après, les laines sont séchées et placées sur un plateau. Une fois que les boutures ont passé une journée dans l'eau et sans lumière, il vérifie la santé de chacune. Il produit des boutures grandes et il leur donne un traitement personnalisé. Il note toujours la variété sur une étiquette résistante à l'eau. Quand tous les instruments sont préparés, il commence le clonage. Il prend les petites branches, une par une, avec beaucoup de précision. Il coupe les feuilles et les branches du nœud, lequel sera mis dans la laine de roche. Il lève toujours une couche de chaque bouture pour favoriser l'apparition des racines et d'après lui, ça marche. Il emploie un bistouri ou un cutter pour une coupe propre. Ensuite, il coupe les feuilles par leur moitié avec des ciseaux pour éviter la déshydratation de la bouture pour qu'elle développe de petites racines. Il appelle ce procès le salon de coiffure. La surface de la plante diminue et par conséquence, elle a moins d'espace pour transpirer et se déshydrater car elle n'a pas encore de racines pour absorber l'eau. Aussitôt après, à l'aide d'un pinceau, il imprègne les hormones de racinement ou Clonex sur la surface de la tige. Il ne faut qu'une petite dose pour causer les changements hormonaux. Ensuite, il coupe à nouveau la tige à l'aide d'un bistouri et avec une inclinaison d'environ 45 degrés. Comme ça, l'eau flue de bas en haut, il introduit la bouture dans la laine et il l'appuie pour la tenir pour qu'elle ne bouge pas. Quand il a fini le processus, il porte les boutures dans la serre où il y aura un taux d'humidité de 80% et une température de 20 degrés centigrades. Les premiers 3 ou 4 jours, il préfère les avoir à une température inférieure pour prévenir la déshydratation. Pendant ces jours, il n'est pas nécessaire de ventiler les boutures. Il branche une couverture électrique spéciale pour maintenir les laines sur 26 degrés centigrades. Avec cette différence de température entre les boutures sur 20 degrés et les laines sur 26 degrés, il stimule l'apparition de racines.
Les fluorescents sont placés à 10 ou 15 cm de la plante pendant 18 heures. Il emploie une combinaison entre deux fluorescents, Tritosphore et un autre, Sylvania grolux. Au début, pour que les boutures soient à 20 degrés de température, elles sont placées dans le sol, car c'est l'endroit où l'air est plus frais. 4 jours après, il monte la serre sur la table où l'air a 2 ou 3 degrés de plus. Les jours les plus critiques sont placés et ainsi les tiges supportent les changements cellulaires. Les racines commencent leur apparition. Il faut ventiler tous les jours les boutures. L'humidité est maintenue approximativement sur 80%. Périodiquement, il douche les boutures avec de l'eau uniquement et chaque 2 jours. Il emploie un stimulateur foliaire de la marque Biobise avec des vitamines du groupe B comme l'algamique. Il aime bien ce produit concret car il permet aux boutures de récupérer la tonalité verte après le choc de l'enracinement. S'il est nécessaire, il faut les pulvériser avec de l'eau. Les mois les plus chauds, il faut étendre les couvertures pour éviter une augmentation excessive de la température. Si tout se déroule bien, les racines traversent la laine roche dans 7 ou 8 jours. Elles doivent avoir une couleur complètement blanche. C'est le moment de transplanter les boutures à l'emplacement choisi pour la croissance, car Replicant aimait bien développer un système de racines très puissant. Pour y arriver, il emploie le Rainforest de la marque General Hydroponique. Il place les boutures et il active et désactive le système d'irrigation alternativement toutes les 15 minutes. Cette technique favorise la croissance de longues racines. Le pH est toujours de 6 et il utilise de faibles doses de fertilisants pour ne pas brûler les plantes. Petit à petit, il augmente l'intensité de la lumière et la quantité de la nourriture pour qu'elle commence à grandir. D'abord, il place la lumière à une distance d'1 mètre avec une puissance de 400 watts d'halogénure. Après 2 jours, il diminue la distance entre la lampe et les plantes. Il est presque possible d'apprécier leur croissance. Après 3 jours, avec du Rainforest, elles développent de longues racines. Elles sont déjà prêtes pour la floraison. Replicant choisit toujours les parties supérieures des mères pour produire ses meilleures boutures. Il estime les parties supérieures meilleures car elles reçoivent plus de lumière et ont une meilleure santé, bien que d'autres cultivateurs croient le contraire. Elles s'enracinent plus tôt et obtiennent de meilleures performances. D'après les cultivateurs spécialisés, les boutures élaborées avec des branches inférieures engendrent moins de production. Pour enraciner les boutures, Replicante a employé plusieurs substrats. Il a essayé la pépinière de tourbe condensée qu'il aime lui bien aussi. Il a utilisé également le mélange composé à 50% de vermiculite et de perlite. Dans tous les cas, l'enracinement a réussi. Il parle aussi des avantages du Rainforest. Pour son utilisation, il conseille les billes d'argile. Les racines sont visibles en 6 jours et grandissent librement à l'air. Il est possible de les mouiller et si vous le souhaitez, l'enracinement est facile et rapide avec des conditions appropriées de température et d'humidité. L'utilisation de fluorescents ou une lampe de 400 watts d'halogénure est valable. Replicante parle des atouts des fluorescents. En plus d'employer une combinaison entre le Sylvania Tritosphore et Sylvania grolux, il emploie aussi ses protecteurs transparents pour isoler. L'humidité et l'électricité ne sont pas de bonnes camarades. La laine de roche trop arrosée pourrit la tige, mais vérifier tous les jours l'humidité est très laborieux. Il plonge tout le plateau pendant quelques secondes dans l'eau avec des nutriments afin de mouiller à nouveau toutes les laines. Avec les billes d'argile, le système d'irrigation peut s'activer pendant tout le jour, mais pendant les 6 heures d'obscurité, c'est mieux de l'éteindre. Oublier la connexion du système d'arrosage fera mourir les boutures.
Replicante emploie une autre technique pour produire des clones. Il choisit une plante mère de bonne qualité et il nettoie une partie de la branche de ses feuilles et de ses bourgeons. À l'aide d'un bistouri, il enlève la peau de la tige. Ensuite, il applique du Clonex. Après, il est nécessaire de maintenir cette zone humide et dans l'obscurité pendant 10 jours. Pour cela, il place une laine de lèche humide sur la zone traitée. Ensuite, elle est couverte avec du papier d'argent et il maintient la plante bien arrosée et avec beaucoup d'humidité. Au bout de 2 semaines, la bouture a engendré des racines et elle est prête. L'ensemble de ce procédé évite à la bouture du stress et donc, en même temps qu'elle enracine, elle grandit. Un substrat peu humide sur la tige empêche le développement des racines et elles deviennent dures. Ce système est appelé marcottage aérien. Voyons maintenant d'autres méthodes d'enracinement de boutures par différents cultivateurs. Iñaki emploie du terreau de la marque BioBees pour maintenir ses plantes mères en croissance. Il enracine les boutures avec un mélange de tourbe et de vermiculite et elles sont arrosées régulièrement avec des fertilisants de bonne qualité. Il maintient 60 plantes mères de Jack Herer en all mix du BioBees avec 3 lampes à sodium de 400 watts. Elles produisent une infinité de boutures. Il emploie aussi des fluorescents et une couverture électrique. Son taux de mortalité est minime. Il essaie de faire de bonnes boutures et pour cela, il les arrose le 6e jour avec un biostimulateur pour la racine. Ces clones sont choisis régulièrement et ils sont prêts pour la floraison après 20 jours approximativement. Pour le reste, il emploie le même système que celui de Replicante. Il utilise du Clonex et enterre le nœud. Alfonso, c'est le nom de cet autre cultivateur, définit son système comme un microclonage. Pour Alfonso, une bouture, c'est un bourgeon qui mesure à peine 1 centimètre. Il place tous les bourgeons dans l'eau dès qu'ils sont coupés et aucun ne présente de nœud. Son système est rare, mais permet aussi un taux de mortalité minime. Il applique les hormones sur la tige et après, il les introduit dans un mélange humide, en tourbe et en vermiculite. Approximativement 15 jours après, il transplante les boutures dans une pépinière plus grande, mais avec le même mélange en tourbe et en vermiculite. Il remarque à ce moment la naissance de petites racines sur la tige et il appelle ce phénomène carillonnement. Alphonse remarque les nouveaux bourgeons lors de la naissance de la première racine. Il attend le 2e carillonnement quand la plante grandit. Les boutures de Replicante sont prêtes pour la phase de floraison après 12 jours. Ceux d'Alfonso ont besoin de 30 jours. Chaque plante mère donne à Replicante environ 100 boutures par mois. Les mères d'Alfonso donnent 300 microboutures par mois. Une fois les boutures enracinées, il faut surveiller la couleur. Elles doivent avoir la même couleur que la mère. Toute différence indique une carence. Les erreurs sont diverses, mais parmi les plus fréquentes, on peut rappeler qu'il faut s'assurer de la provenance de la plante mère. Si elle n'est pas bonne, les boutures ne le seront pas non plus. La santé de la plante mère est fondamentale. S'il est malade, les boutures seront aussi malades. Il ne faut pas oublier de prendre les parties en meilleure santé de la mère pour produire les boutures. Les parties inférieures ont besoin de plus en plus de temps pour enraciner. Elles sont plus boisées et produisent une moindre quantité de fleurs malgré la croyance contraire. Le substrat peut sécher. De la terre, du coco, de la tourbe, du mélange à vermiculite et perlite ou de la laine de roche. Ce point doit être surveillé. Comme il a été dit, si le substrat sèche, les boutures aussi. Oublier de connecter le rainforest fera faner toutes les boutures en quelques heures. L'erreur contraire, c'est d'inonder le substrat. Quand l'inondation arrive, il y a beaucoup de possibilités que la tige et les racines soient pourries. Pour prévenir, il faut ajouter du minéral magique.
Les boutures enracinées avec une température au-dessus de 30 degrés seront trop allongées. Une autre erreur très commune est de placer les lampes trop près. Les feuilles seront brûlées. Avec des fluorescents, cela n'arrivera pas. Ils sont recommandés pour la production des boutures. L'installation du temporisateur doit fournir aux boutures 18 heures de lumière et 6 heures d'obscurité. Pour allumer pendant toute la journée, il faut bien contrôler la température et l'humidité. La phase de coiffure ou de nettoyage des feuilles peut s'oublier, mais la plante souffrira plus pendant l'enracinement. Il est nécessaire de mettre les boutures dans l'eau dès qu'elles sont coupées. Dans le cas contraire, l'air peut rentrer dans la tige et causer la mort par embolie. Les hormones sont aussi nécessaires. Replicante a employé d'autres hormones avant le Clonex, mais une fois qu'il les a vues dans les résultats, il les a changées. Le Clonex a beaucoup de vitamines, de minéraux, d'hormones, d'enracinement et d'autres substances avantageuses pour la prévention des infections. Néanmoins, une petite quantité d'hormones est suffisante. Il est très important que la lumière ne touche pas la zone des racines, car elle produit une nécrose et elles deviennent noires. On a vu que Replicante enterre toujours un nœud dans la laine. À son avis, c'est le point basique, car les plantes enracinent plus rapidement de cette manière. Sans aucun doute, les boutures représentent la meilleure solution pour la culture indoor. Les avantages sont énormes par rapport aux plantes de graines. Les boutures sont mises à fleurs, avec une taille très réduite, mais un âge adulte. D'autre part, il est inévitable que les plantes de graines grandissent trop avant de passer dans la phase de floraison. Finalement, elles sont trop grandes et donc, elles n'engendrent que des fleurs sur la zone plus haute de la plante, la zone avec la meilleure illumination. La zone inférieure produit beaucoup de branches avec des feuilles et des petites fleurs. Il faut au moins 1 mois pour récolter, car les plantes ont besoin d'une longue période de croissance pour montrer leur sexe. Le coût de la lumière et des fertilisants est supérieur et il faut dédier plus de temps aux soins. Les boutures, par contre, grandissent sous forme d'arbustes et elles engendrent plus de branches sur leur surface. Les boutures fournissent une production plus élevée. En plus, il faut prendre en compte que pour produire 10 femelles de graines, il faut semer le double, c'est-à-dire 20 graines environ. Les mâles consomment aussi de la lumière, de la terre, des fertilisants et de la place, mais ils sont jetés. L'homogénéité est une autre des avantages des boutures, car toutes sont exactement pareilles. La culture avec des boutures économise du temps et offre un bon rendement.